Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité concernant les cryptos qui est assez grave et aussi assez mécompris de beaucoup de personnes. Alors de quoi est-ce qu'on va parler? Tout simplement des réglementations qui commencent à être mises en place, que ce soit en France, mais aussi à l'échelle de l'Union européenne et qui va concerner tout ce qui va être utilisation des crypto-monnaies anonymes, utilisation d'outils qui vont nous permettre de récupérer en confidentialité sur nos données. Bref, tous ces petits outils-là qui ne plaisent pas beaucoup aux régulateurs. Alors du coup, il y a des nouvelles réglementations qui arrivent et à chaque fois, le motif, c'est pour lutter contre tout ce qui va être blanchiment d'argent, financement du terrorisme, crime organisé. Alors moi, je te le dis tout de suite, à chaque fois que tu vois cette phrase magique, dis-toi que derrière, ce qui est marqué, c'est qu'on va te bouffer tes libertés individuelles. Et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo et je vais te dire aussi pourquoi tous ces trucs-là, c'est vraiment très dangereux. Alors déjà, je vais commencer à rappeler pourquoi les crypto-monnaies anonymes et tous ces services d'anonymisation sont importants et pourquoi il ne faut pas les interdire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent l'énorme raccourci de dire bah écoute, moi je fais rien d'illégal donc j'ai rien à cacher. Et là j'ai envie de dire à ces personnes, en es-tu vraiment sûr? Alors supposons par exemple que tu aies, j'en sais rien, 3-4 lingots d'or de 1 kg à la maison, donc ça vaut vraiment véritablement un pactole. Est-ce que tu as envie que tous tes voisins soient au courant? Est-ce que tu as envie que tout le monde en parle? La réponse est probablement non. Parce que tu sais très bien qu'au bout d'un moment ça va attirer des personnes très malveillantes et qui vont potentiellement venir te braquer et porter atteinte à ton intégrité physique. Ça paraît évident. Et ben c'est exactement la même chose en fait avec les cryptos. Il y a des moments où tu as besoin de confidentialité. T'as pas envie qu'on sache combien tu as sur ton wallet, etc. Et ça, c'est valable, par exemple, dès que tu vas faire un envoi, par exemple, à un ami, tu vas lui envoyer quelques stablecoins, par exemple, ou que tu vas faire un paiement chez un commerçant, rien n'empêche de remonter la transaction et de regarder ce qu'il y a sur le wallet. Et là, mine de rien, tu te dis, aïe, ça veut dire que mon ami, peut-être que c'est un énorme commère et il va pouvoir raconter à tout le monde ce que j'ai et ça va attirer des personnes qu'il ne faut pas attirer. Peut-être que le commerçant aussi va être une commère ou qui va regarder ou que d'autres personnes vont consulter tout simplement les historiques de transactions et vont tomber dessus. Tout ça, ça peut vraiment porter atteinte à ton intégrité physique au final. Tu sais très bien pourquoi. Il y a eu encore, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, quelqu'un qui s'est fait enlever avec une demande de rançon, on lui a coupé le doigt, et encore quelques semaines avant, c'était le cofondateur de Ledger qui s'était fait avoir de la même manière. Il a perdu lui aussi son doigt, il y a sa femme qui a été enlevée. Et ça, ce genre d'événement, ça arrive de plus en plus. Donc non, tout ce qui va être crypto-monnaie anonyme ou outil pour récupérer en confidentialité sur nos données, ce n'est pas quelque chose qu'il faut interdire, c'est même quelque chose qu'il faut absolument conserver et même qui serait normalement recommandé d'utiliser. Et oui, parce que si on regarde la criminalité qui est associée aux transactions crypto, elle est vraiment à peine perceptible. Elle est de l'ordre de 0,14% d'après un rapport de Chain Analysis. Par contre, quand on va regarder les transactions sur tout ce qui va être monnaie fiat, là on est sur du 3%. Donc on n'est clairement pas sur les mêmes proportions et pourtant c'est vraiment la partie crypto qu'on va chercher à surréguler. Donc là déjà il y a une problématique, c'est pas du tout normal qu'on surrégule pour des crypto-monnaies, mais d'un autre côté, sur tout ce qui va être monnaie fiat, là on touche rien, il n'y a aucun problème. Et pourtant on en a vu des députés qui partaient avec des valises de liquide, là il n'y avait aucun problème. Donc là on sent vraiment qu'il y a un deux poids, deux mesures. Et au passage, je te recommande de lire une lettre publique qui a été adressée aux députés par Renaud Lifshitz, qui résume parfaitement la situation, même il va plus loin que moi sur le sujet, et je la trouve très pertinente. Il résume vraiment tout ça, je te mets bien sûr le lien en description. Mais voilà, maintenant c'est ça que je voulais résumer. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aussi parler un petit peu plus en détail de cette loi narcotrafic, et je vais rentrer un peu plus dans le détail parce que tu verras qu'elle pose quand même pas mal de problèmes quand on y regarde un petit peu plus près. Alors il y a 3 gros points à comprendre sur cette loi narcotrafic. Le premier, c'est que déjà, dès qu'on va utiliser des crypto-monnaies anonymes, qu'on va utiliser par exemple un mixeur, automatiquement, on va avoir une présomption de blanchiment d'argent. On va y revenir parce que ça a pas mal de conséquences. La deuxième chose, c'est que si on est suspect, on aura une obligation de transparence par rapport à notre patrimoine. Ça va dire qu'on va devoir tout communiquer et se foutre à poil financièrement parlant. Et enfin, il y aura des saisies conservatoires possibles sur nos avoirs et ça sans jugement. Tu te rends bien compte que là, il n'y a plus de justice, plus rien du tout, c'est totalement injuste. Alors pourquoi est-ce que tout ça est problématique? Alors pour plusieurs raisons déjà, si tu ne l'avais pas remarqué, il y a une inversion du principe de présomption d'innocence, rien que ça. Ça veut dire que là, c'est à toi de prouver que tu es innocent alors que tu n'as pas forcément fait quelque chose d'illégal. Donc ça, c'est une vraie problématique, c'est-à-dire que là, dès que tu fais une transaction, on va présumer que tu es suspect, que tu as fait quelque chose de mal. C'est à toi de prouver que tu n'as rien fait. Alors certaines personnes vont me dire ouais mais ça change quoi au final? Je vais prendre un autre exemple tout bête qu'on connaît tous. On a tous un couteau à la maison, on a tous déjà coupé des carottes. Si le couteau je te dis il y a des teubés dans la rue qui vont tuer des gens avec. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais interdire les couteaux, l'utilisation et toutes les personnes qui ont un couteau qui vont l'utiliser, on va considérer que ces personnes-là sont suspects et ont fait des choses mal avec. Donc ça veut dire quoi? Que dès qu'une personne va utiliser son couteau, on va lui dire oula, attention, tu utilises un couteau. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller me dire pourquoi tu es innocente, pourquoi tu n'as rien fait et tu vas me prouver tout ça. Tu vas devoir tout me sourcer.
C'est complètement débile, on est bien d'accord. Et bien ça, c'est exactement ce qui est en train d'être mis en place avec cette loi narcotrafic. Et d'ailleurs, cet exemple avec le couteau, ça me rappelle un autre point qui est très problématique, c'est que ça bafoue totalement la neutralité technologique. C'est-à-dire que normalement, c'est pas l'outil qu'on va condamner, mais son utilisation. Il y a certains usages, en effet, qu'on doit interdire. C'est-à-dire que si tu utilises un outil pour blanchir de l'argent, oui, ça doit être illégal. Mais par contre, si tu l'utilises normalement pour toi, pour te protéger, bah, normalement, ça ne devrait pas être illégal, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et ça me permet de faire la transition avec le dernier point, c'est que quand on y regarde de plus près aussi, ces réglementations mettent en danger notre intégrité physique. Et non, je n'exagère même pas. Pourquoi? Bah, c'est très simple. Quand on va devoir déjà prouver notre identité, tout ça, justifier le fait qu'on n'a rien fait, qu'on est innocent. Bon, déjà, il faut balancer tout un tas de données personnelles, hein, il va falloir les communiquer. Et deuxième chose, si on regarde maintenant un petit peu tout ce qui est réglementation européenne avec MiCA, avec tout ce qui est réglementation TFR, je crois que ça s'appelle comme ça, où maintenant bah, les plateformes doivent tout communiquer sur nous, c'est-à-dire que maintenant elles vont communiquer nos adresses de dépôt, mais aussi les adresses vers lesquelles on envoie des crypto-monnaies, peu importe le montant. Donc avec tout ça, on a largement ce qu'il faut pour savoir qui a quoi, qui habite où, hein, et surtout combien il a sur le portefeuille. Donc tout ça, forcément, ce sont des données très très confidentielles qui ne doivent en aucun cas tomber dans des mains malveillantes. Maintenant, la question que je te pose, c'est c'était quand la dernière fois qu'il y a eu un hack d'une base de données qui était importante? Et ben en fait, t'en as tous les 4 matins. Il y a eu la CAF, il y a eu la sécurité sociale, il y a plein de boîtes privées qui se font pirater, et puis même, il y a des systèmes de corruption où des fonctionnaires corrompus pourraient revendre ça hein, à des personnes qui pourraient revendre ça par la suite sur le dark web à des prix très très chers. Et ça, mine de rien, ça met potentiellement en danger les utilisateurs crypto. Et tout ça pourquoi? Pour 0,14% des activités criminelles. Bien joué les mecs. Bon, maintenant que j'ai expliqué tout ça, j'espère que tu comprends mieux maintenant l'intérêt des mixeurs et des crypto-monnaies anonymes. Hein. Tu vois, c'est pas que pour des activités illégales, bien au contraire. Et même, ça serait très sain normalement d'en utiliser. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut vraiment le faire? Parce que légalement, maintenant, vraiment, tu es vu comme un pestiféré si tu utilises ça. Donc c'est pour ça aussi que je me permets, à mon humble échelle, de mettre ce débat sur la table. Hein. Et il y a des personnes qui en ont déjà parlé. Je te mettrai tout un tas de sources dans la description parce que c'est un sujet d'actualité. Hein. Et je t'invite vraiment, encore une fois, à aller regarder la lettre ouverte de Renaud Lifshitz, hein, qui a fait un excellent travail. C'est vraiment très bien résumé. Tu as sinon Cryptos ici qui a très bien parlé du sujet. Et tu as Journal du Coin qui a fait également un très bon résumé en allant un petit peu plus loin parce que aussi maintenant, c'est vrai qu'il y a le comité européen de la gestion des données personnelles. Je me souviens plus exactement du nom, mais qui maintenant a des directives et veulent appliquer le règlement RGPD au blockchain. Je te laisse aller lire l'article un petit peu, tu verras, c'est complètement débile. Et d'ailleurs, tu as Alexandre Stachenko qui a fait aussi un post sur X par rapport à ça pour relever les incohérences en espérant que ça ne passe pas. Honnêtement, je pense pas que ça ira dans ce sens-là parce que ça reviendrait à interdire l'utilisation d'une blockchain, ni plus ni moins. Mais voilà, tout ça pour dire que ça va pas du tout en termes de réglementation hein, par rapport aux cryptos. On voit bien que là, les régulateurs, ils savent pas du tout ce qu'ils sont en train de réguler, ils comprennent pas parce qu'ils ont l'impression, on a l'impression qu'ils veulent réguler ça comme des plateformes centralisées, hein, sauf que la blockchain, c'est pas ça du tout. Et ça a pour conséquence de léser les utilisateurs crypto et les entreprises qui développent dans le secteur. Et c'est pour ça qu'on voit un sacré exode hein, des personnes qui développent dans le secteur des blockchains et qui préfèrent se barrer de l'Union européenne pour des endroits où la régulation sera beaucoup plus claire. Donc voilà pour ce que je voulais dire. Alors si tu as des précisions à ajouter, des choses à corriger, faut pas hésiter à le faire en commentaire hein, tant que ça reste poli et courtois. Sinon comme d'habitude, hein, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!